Grégory Nino, très heureux d'être parmi vous pour vous présenter cette masterclass d'aide à la rédaction de fiches d'intervention non médicamenteuse pour le référentiel des interventions non médicamenteuses. Donc, on va présenter d'abord donc des modalités un petit peu concrètes par un diaporama, et ensuite on fera un petit TP avec une fiche qui a été publiée sur le référentiel et qui peut peut-être vous aider. Et dans un troisième temps, vous aurez évidemment la possibilité d'échanger avec toute l'équipe de la NPIS, parce que encore une fois, c'est un travail collectif de plus de 14 ans qui a amené donc à la création de ce référentiel de bonnes pratiques des interventions non médicamenteuses qu'on souhaite à la fois utile pour les Français, mais plus largement en Europe et à l'international. Donc très concrètement, la fiche référencée, pourquoi? D'une part, pour faire connaître cette intervention non médicamenteuse, d'autre part, pour faire reconnaître cette intervention non médicamenteuse, hein, donc la différence entre la partie qui serait la connaissance, à la fois pour les praticiens et pour les usagers, mais la reconnaissance notamment institutionnelle. Une fiche INM, elle sert également à déployer l'INM de façon correcte entre les praticiens. Elle sert également à garantir les bénéfices, mais aussi la gestion des risques sur cette INM. Elle permet, cette fiche, de la suivre, et notamment parce qu'il y a un code unique dans les systèmes de santé. Elle permet également une amélioration de cette intervention médicamenteuse parce qu'elle n'est pas figée. Elle aura une évolution avec exactement comme des logiciels, une version 1.1, une version 1.2, 1.3, etc. On permet de former plus facilement parce qu'elle est ouverte évidemment à tous les acteurs qui le souhaitent. Donc ce détail de la fiche intervention non médicamenteuse, donc formée en formation initiale et en formation continue, et enfin de la valoriser pour une meilleure reconnaissance à la fois des mutuelles, à la fois des assureurs, à la fois des complémentaires santé au sens large, mais aussi de l'assurance maladie, de la CNSA en France, mais d'autres types de financeurs. Okay, donc cette fiche intervention non médicamenteuse, pour faire très très court, je vous rappelle la définition, c'est un protocole, donc il y a un début, un milieu et une fin. On dit en anglais manualised, hein, c'est un protocole avec un fondement théorique. Elle est ciblée sur un problème de santé en prévention ou en thérapeutique. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres effets, mais elle a effectivement un indicateur de santé principal. Donc, le lecteur de cette fiche doit comprendre qu'elle est fondée sur des données probantes, sur des preuves scientifiques. Ensuite, elle doit être centrée sur la personne. Ça veut dire que, évidemment, ce n'est pas une recette à appliquer systématiquement de la même façon, mais bien une intervention qui va être centrée et ajustée sur la personne, sur son territoire, en respectant son contexte culturel et son mode de vie. Elle est non invasive. On a été obligé de rajouter cet aspect-là parce qu'il y avait une confusion au départ entre une INM et naturellement les chirurgies ou les dispositifs médicaux implantables. Elle est référencée. Donc référencée veut dire qu'elle est labellisée, elle est certifiée, elle est rentrée dans le référentiel dont on parle. Elle est encadrée. Encadrée veut dire qu'elle s'intègre dans évidemment d'autres solutions. Une INM peut être combinée à un médicament, à une chirurgie ou à d'autres types de traitements. Et enfin, évidemment, elle est encadrée par un professionnel qualifié. Ça veut dire qu'il a effectivement une qualification. Donc ça va être important de mentionner dans la fiche le professionnel qui peut l'exercer, et avec un encouragement à ce qu'il y ait une formation spécifique sur cette INM. OK? Donc, la fiche qui se trouve sur le référentiel que vous connaissez toutes et tous, hein, vous avez accès, attention, de bien vous enregistrer comme professionnel. Si vous restez sur la fiche à usage patient, vous n'aurez pas tous les détails. Concrètement, il y a un nom de cette intervention non médicamenteuse, donc ça ne peut pas être une discipline, hein, la kinésithérapie, la diététique ne veut rien dire, ce n'est pas une intervention non médicamenteuse, mais c'est bien un protocole avec un nom particulier. Vous voyez qu'il y a un domaine prédominant. Ça ne veut pas dire que toutes les interventions ne sont que corporelles. Elles peuvent effectivement avoir des vecteurs psychosociaux ou nutritionnels, mais on lui donne un caractère finalement prédominant de l'axe d'intervention. Ça permettra en particulier aux experts de pouvoir être regroupés avec des experts plutôt spécialistes des interventions corporelles, nutritionnelles ou psychosociales.
On a également donc un code unique, vous avez compris, pour à la fois être tracé dans les systèmes de santé, mais aussi reconnu par les systèmes d'intelligence artificielle. Souvent, ces interventions ne sont pas assez identifiés par les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, cette notice grand public dont je vous parlais, un protocole. Donc, un protocole, c'est bien ce cahier des charges dont on apprend à rédiger. Et progressivement, il y aura également, en fonction des pays, des modes de financement de cette intervention non médicamenteuse pour les usagers. Un autre aspect important, c'est évidemment la collecte des informations et des suggestions qui vont être faites par les praticiens et par les usagers pour vous permettre, en tant que soumissionnaire d'une fiche intervention non médicamenteuse, de pouvoir proposer une version 1.1, une version 1.2, bref, des améliorations de cette fiche. Donc, en résumé, la science, ce n'est pas une photographie définitive, c'est bien effectivement une fiche qui va évoluer en fonction des connaissances. Et l'objectif de la NPI, c'est de partager ces connaissances. Euh, un élément très important, vous allez voir, c'est vous avez un petit souligné. On veut essayer d'avoir un vocabulaire homogène et donc on permettra finalement que les lecteurs de ces fiches INM aient les définitions, s'ils le souhaitent, par les petits pointillés sur lesquels ils peuvent cliquer dessus. Et enfin, on démarre avec 2 langues pour l'instant, une traduction en anglais de cette fiche INM pour qu'elle soit le plus partagée. Donc, pour être bien clair sur ce processus de labellisation, le premier point, c'est effectivement pour les experts, ils vont avoir cette grille d'analyse. Est-ce que cette méthode annonce être bénéfique pour la santé humaine ou comporte un risque direct ou indirect pour la santé? Je crois que c'est un sujet important. Est-elle une action de santé? Si elle ne l'est pas, alors effectivement, ça peut être un produit de consommation courante, ça peut être un service touristique, hein. Aller chez le coiffeur, par exemple, est une activité tout à fait classique, mais on n'est pas dans quelque chose qui relève d'une intervention non médicamenteuse qui prétend avoir un effet significatif sur la santé. Ensuite, les experts vont regarder si potentiellement elles ne sont pas contraintes par d'autres réglementations. Exemple, une huile essentielle qui voudrait avoir un effet dermatologique se situe dans le cadre de la validation de médicaments. Ça ne peut pas être une intervention non médicamenteuse. Ça peut être un dispositif médical, je pense en particulier à une application logicielle qui serait sur un téléphone portable. Et bien, cette application, elle est régie par une réglementation du dispositif médical, donc échappe évidemment à la validation vis-à-vis d'une intervention non médicamenteuse. Donc, si tel est le cas, les experts vont regarder s'il y a une cohérence avec les invariants descriptifs d'une intervention non médicamenteuse dont on va parler, et si elle est en cohérence avec effectivement le modèle d'évaluation qui a été construit et que vous connaissez. Donc, l'expertise est soumise. Évidemment, il est possible que la proposition d'un soumissionnaire soit refusée. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est définitivement abandonnée. Il peut y avoir des éléments, des études complémentaires qui doivent être peut-être faits. Il peut y avoir des éléments peut-être à rajouter. Donc, ça dynamise une communauté à reproposer la fiche en tenant compte des remarques des experts et potentiellement avec la possibilité de resoumettre la fiche. Et si elle est acceptée, ben effectivement, l'idée, c'est de pouvoir la faire connaître, la déployer, l'améliorer. Donc, on invite évidemment l'ensemble des personnes qui auront soumis des fiches à potentiellement adhérer à l'NPI pour faire connaître, diffuser, améliorer la qualité de l'intervention. Donc, concrètement, la façon dont on avance, c'est l'idée d'avoir donc 5 publications. Vous allez voir qu'il peut y avoir des précisions et on va essayer de les donner dans l'aide à la rédaction. D'une part, une publication d'études mécanistiques, non pas nécessairement de l'INM, mais des INM qui veulent être voisines, expliquant soit des mécanismes biologiques, soit psychosociaux, de pourquoi cette intervention a un effet significatif sur le marqueur principal de santé.
santé. On va demander également une étude prototypique, on peut aussi parler d'étude pilote, donc une publication qui va décrire précisément le protocole. Ce n'est pas une discipline, ce n'est pas quelque chose d'approximatif, c'est comment ce programme se fait. Je pourrais prendre l'exemple de la méditation. La méditation au sens large est une activité qu'on peut faire au quotidien. En revanche, le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui a été développé et qui aujourd'hui constitue une fiche INM dans le traitement du cancer, c'est un MBSR spécifique vis-à-vis du traitement de l'anxiété associée au cancer. Donc, ce n'est pas, vous voyez, une pratique culturelle générale, la méditation, mais bien un protocole particulier avec 8 séances qui a été initié par Kabat-Zinn. Voilà. Un élément très important dont on va peut-être reparler, mais c'est un sujet important. Le soumissionnaire de la fiche INM peut être une personne physique ou une personne morale, ça peut être une institution, et il peut y avoir plusieurs personnes, mais il n'y a qu'un seul soumissionnaire. Je pense que vous êtes déjà au courant. Euh, Vous avez là ensuite donc un besoin d'études cliniques, donc deux publications d'études cliniques évaluant donc cette intervention non médicamenteuse et montrant la reproductibilité. Et il peut arriver que des études soient réalisées hors de France. L'enjeu, c'est que pour la fiche INM qui va être proposée et diffusée en France, eh bien effectivement, il faut qu'il y ait une étude d'implémentation. Donc je vais essayer de rentrer un peu plus concrètement pourquoi on fait ça. D'une part, pour attendre d'une fiche qui est, vous avez compris, un cahier des charges, qu'elle soit effectivement décrite dans son intégralité. Ça veut dire sa désignation, le bénéfice principal, le bénéfice secondaire, les risques, les mécanismes d'action, la population cible, le protocole, le professionnel ou les professionnels, et enfin le contexte d'utilisation. Donc cette publication qui montre qu'effectivement on a bien décrit le protocole est un sujet important. Deux, explicable. Ça veut dire que effectivement il y a des explications par des études mécanistiques qui vont pouvoir justifier que cette intervention va avoir un effet dans la prévention, le soin, c'est-à-dire réduire des symptômes, la guérison, ça peut arriver qu'il y ait un traitement et une guérison, soit potentiellement l'accompagnement, donc l'amélioration de l'autonomie de la personne. Ensuite, un autre critère, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est effectivement ce que j'ai évoqué sur les études cliniques ou interventionnelles, sur lesquelles on va démontrer la reproductibilité de l'effet. Elle est sûre, donc ça veut dire qu'on a identifié des risques et on a donc mentionné les précautions. Et enfin, elle est implémentable, je l'ai dit, c'est-à-dire des études qui vont montrer comment ces pratiques peuvent être déployées en respectant le contexte culturel, en respectant le contexte social et bien sûr les préférences des personnes. C'est un sujet important. Et donc, les experts de la NPIs vont disposer de cette fiche INM, écrite en français ou en anglais, et ils vont devoir potentiellement faire un échange avec le soumissionnaire si des informations manquent, et ensuite mettre au vote cette fiche INM, et ils vont se prononcer de façon anonyme et indépendante sur chacun des critères. Est-ce que l'INM est décrite, explicable, efficace et sûre? Et si à chaque fois on obtient au moins 80% d'accord de ces experts sur chacun des critères, alors la fiche INM sera publiée dans le référentiel. Euh, donc je vais vous proposer ici un fichier Word. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Et donc vous allez avoir à la fin de ce webinaire la possibilité de récupérer ce fichier Word pour vous en servir finalement de modèle pour la rédaction. Un point important, c'est effectivement de chercher, si possible, le nom de cet INM sur PubMed, donc qui est la banque de données la plus connue et la plus reconnue dans la recherche en santé. Et potentiellement, vous pouvez aussi chercher sur Science Direct, donc Science Direct, qui est, on va dire,
le pendant européen, c'est un peu schématique, hein, mais en tout cas le pendant européen d'une grande base de données de publications sur la santé, Science Direct vous permet de regarder si effectivement ça existe. Donc faites attention. Pour Otago, par exemple, si vous ne tapez que Otago, vous n'avez pas le trouver parce que le titre en anglais et son intitulé, c'est Otago Exercise Program. Et c'est effectivement comme ça qu'on le retrouve. Donc il faut mettre les guillemets pour pouvoir le retrouver. Un autre point important de la fiche, c'est effectivement qu'on ait un problème principal de santé que vous pouvez retrouver notamment sur la classification internationale des maladies. Ce n'est pas obligatoire, mais on vous recommande potentiellement d'aller chercher l'indicateur principal de santé qui va être traité par l'INM. En l'occurrence ici, vous voyez, c'était la chute à répétition. Donc la chute à répétition, en particulier des personnes âgées, eh bien, on va retrouver cet indicateur, ce marqueur principal de santé, et on va pouvoir le mentionner dans la fiche, ce qui fait qu'on a finalement un référentiel commun. Vous pouvez également vous appuyer sur les documents de la NPIs, les webinaires. Donc, vous savez que vous avez un FAQ, donc les questions fréquentes qui sont posées à vos dispositions sur le référentiel. Vous avez également le guideline. Je vous invite, hein, si vous ne l'avez pas fait, à télécharger ce guideline sur la rubrique publication, ressources publication du site de la NPIs. Et vous aurez sur YouTube, sur la chaîne YouTube de notre Société Savante également, des informations pour améliorer la rédaction de la fiche. Vous utilisez, si possible, le glossaire des INM, parce qu'effectivement, il est important de mettre le bon mot, mettre qualité de vie ou épanouissement personnel. On peut penser que c'est la même chose, mais effectivement, il y a des mots-clés sur lesquels on veut effectivement avoir une homogénéité pour le lecteur, mais aussi pour le prescripteur, pour le financeur et pour l'opérateur de santé. On vous recommande, mais ce n'est pas obligé, de vous inscrire sur ORCID. ORCID n'est rien d'autre qu'une banque de données internationale qui permet de repérer les individus qui font des recherches. Et en particulier, on aimerait évidemment pousser en tant que société savante à ce que les chercheurs de la communauté des INM s'inscrivent. Voilà. Et donc que les soumissionnaires, quelque part, de fiches INM soient aussi inscrits. Pourquoi? Parce qu'on pense que soumettre une fiche d'intervention non médicamenteuse correspond quelque part à une publication scientifique. Effectivement, on n'est pas une revue scientifique, mais faire admettre à la communauté cette fiche INM est quelque part une valorisation scientifique. Et on parle beaucoup de publication dans des revues scientifiques, mais quelque part, pour des chercheurs, ce serait aussi une reconnaissance d'avoir des fiches INM qui soient validées et intégrées. Donc c'est tout simple, vous allez sur cette page-là, je vais vous donner à la fin par mail, vous aurez l'occasion, et je remercie Eva de Stefano et toute l'équipe de la NPIs, vous recevrez tous les documents, le diaporama, vous cliquez dessus et vous vous enregistrez comme soumissionnaire. Si vous avez l'occasion, sachez qu'on a un congrès en présentiel et en distanciel, et donc en présentiel à la Cité universitaire internationale de Paris du 15 au 16 octobre, sur lequel effectivement on essaye d'inviter les soumissionnaires, les formateurs de la NPIs, les membres de la NPIs, mais aussi plus largement. On devrait avoir le ministre de la Santé, peut-être le futur ou le même, c'est encore en discussion. Mais en tout cas, on a toutes les autorités qui nous font l'honneur de venir. Mais vous savez également que sur le programme, on a des personnes de très très haut niveau qui viennent de différents pays, qui traversent l'Atlantique pour venir nous voir. Et on voit à quel point, et je le dis parce qu'il y a quelques Français ici, mais qu'on est largement en retard sur la recherche sur les INM et que beaucoup de personnes dans le monde ont déjà créé ces ILM. Hélas, on ne les connaît pas suffisamment. Donc, c'est l'enjeu de regrouper cette communauté tous les ans en présentiel ou en distanciel. Sachez que si vous avez le moindre doute sur qui on est, comment on fonctionne, on a aujourd'hui un site web qui a été mis à jour, donc les valeurs, ce qu'on fait, vers où on va. On va effectivement travailler à la construction d'un patrimoine universel de ces pratiques et qu'on veut partager le plus possible pour que les usagers, les personnes à risque, les personnes vulnérables, les patients puissent bénéficier de ces interventions. On a également une newsletter mensuelle gratuite, donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous avez l'ensemble des informations dans la langue de votre choix, en français, en espagnol ou en anglais.
On a également donc des réflexions sur la recherche et également sur la pratique pluriprofessionnelle des interventions non médicamenteuses. Donc vous êtes les bienvenus à y réfléchir ou à devenir un formateur pour ces contenus sur les interventions non médicamenteuses. Et je vous donne juste, avant de faire du concret avec la deuxième étape qui sera le fichier Word, donc l'ambition. L'ambition, ben, finalement, elle peut être résumée dans ce qu'a publié l'OMS sur la sélection et l'usage des des médecines essentielles en 2023. Eh bien, vous voyez que dans ce document qui a été publié, il n'y a que 503 médicaments. Eh bien, l'ambition de la NPI, c'est que d'ici 2030, on est, et grâce à vous, évidemment, vous allez être des acteurs essentiels de cette solution, qu'on leur montre et que potentiellement ils puissent également écrire un ouvrage en disant regardez, on a aussi au moins 500 fiches d'intervention non médicamenteuse qui sont essentielles pour la santé et qu'elles soient connues et reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Donc en conclusion, vous voyez, on est en train de, à travers cela, de créer un moteur d'une santé active et durable fondée sur la science. Et évidemment, merci beaucoup d'être là parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé pour déposer une fiche et qu'effectivement, on fait avancer le sujet. Donc, je vais arrêter ce partage-là, si vous voulez bien, et je vais donc vous présenter concrètement donc, la deuxième étape qui est la fiche INM. Je vais voir si ça marche. Hop, la fiche. Est-ce que vous voyez mon Word? A priori, oui, c'est bon. Je vais peut-être le Oui, grossir au maximum. Merci beaucoup. Donc, évidemment, il s'agit d'un modèle et évidemment, ça ne peut ne pas correspondre totalement à votre intervention que vous souhaitez déposer. Mais en tout cas, on va vous le partager. Eva de Stefano va vous le partager à la fin de cette session et sur lequel vous pouvez effectivement l'utiliser pour vous en inspirer et l'adapter à votre pratique. Le premier point, c'est la désignation. Donc, vous avez saisi, il est important de ne pas mettre la discipline, mais bien le nom de ce programme, le nom de ce protocole, le nom de cette intervention non médicamenteuse. Parfois, eh bien, il peut y avoir une abréviation. Exemple, j'ai évoqué le MBSR. Parfois, ce n'est pas le cas, eh ben, vous mettez rien. Et comme on l'a évoqué ici, donc le domaine dominant, donc est-ce qu'elle est plutôt à dominante corporelle, psychosociale ou nutritionnelle? Certains vont me dire, oui, mais moi je fais des interventions complexes qui peuvent agir sur les trois. Oui, c'est vrai, mais vous avez compris, c'est surtout pour faciliter l'expertise en disant, êtes-vous plutôt du domaine de la nutrition et donc par exemple les régimes? Êtes-vous plutôt du domaine d'une intervention psychosociale? Je pense à des psychothérapies ou à des programmes d'éducation thérapeutique, mais il y a d'autres solutions évidemment. Pour le corporel, je pense aux thérapies manuelles, je pense aux programmes d'ergothérapie, de podologie pédicure, etc., etc. Il peut y avoir des solutions qui sont effectivement plutôt à dominante corporelle. Autre point, donc le champ et vous avez compris le marqueur principal de santé ici, hein, l'objectif principal de santé, eh bien si vous pouvez, si c'est pertinent, effectivement, vous allez retrouver sur la classification internationale des maladies et vous allez mettre ici chute à répétition, vous voyez, je vous l'avais montré sur le diaporama, avec son code, ce qui fait que les systèmes d'intelligence artificielle vont pouvoir retrouver plus facilement cet INM et voilà. Ensuite, les explications sur les bénéfices sur le critère principal de santé. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, à chaque fois, essayez de mettre donc une explication et directement ici, entre parenthèses, l'auteur, sans virgule, avec la date de cette publication. On peut continuer donc avec des argumentaires voilà ici la diminution du nombre de chutes dans l'année qui suit l'INM, la diminution du nombre de blessures dans l'année, etc. OK?
Un autre point important, c'est le test de routine. Ça veut dire que c'est le test qui va être choisi pour, quelque part, prescrire, recommander, conseiller cette intervention non médicamenteuse. Donc, ça doit être un test qui est validé. Donc là, par exemple, c'est le test monopodal, donc rester sur un pied et en chronomètre, ou le test Time Up and Go. C'est un test sur lequel on fait le tour de la chaise, donc qui est aussi chronométré et qu'on peut faire facilement. Quand on parle de test de routine, bah oui, effectivement, si on doit faire une IRM fonctionnelle pour pouvoir, ben non, c'est pas suffisamment dans la vraie vie. Donc, essayer de prendre, et ça peut être des questionnaires, hein, on n'est pas, là, c'est un test fonctionnel, mais ça peut être aussi, pourquoi pas des analyses biologiques, mais ça peut être des analyses également comme des questionnaires, donc ce qu'on appelle des patient reported outcomes, et sur lesquels ils sont validés, sur lesquels il y a des seuils. Donc les seuils, là, vous voyez, un temps de maintien au test monopodal inférieur à 5 secondes. Donc si c'est le cas, effectivement, cette intervention non médicamenteuse va être recommandée. Vous avez exactement un autre seuil pour donc le time up and go. Vous avez ensuite le seuil individuel de changement clinique. Si c'est le cas, votre questionnaire peut avoir, ou votre test peut avoir un seuil qui permet de dire entre deux mesures, il y a eu un changement clinique significatif pour la personne. Et là encore, vous allez mentionner quel est ce seuil pour que finalement on puisse rendre compte, non seulement rendre compte au prescripteur, mais rendre compte à l'institution, à l'équipe ou potentiellement plus largement aux administrations. Donc, regardez, on a tout à fait rempli le résultat du bénéfice qui est attendu pour l'intervention non médicamenteuse. Ensuite, d'autres bénéfices de santé peuvent être établis naturellement. Là, pour ce programme qui est un programme d'activité physique qui permet de réduire les risques de chute, mais vous voyez qu'il y a d'autres éléments, donc la capacité corporelle, pardon, posturale et d'équilibration, l'amélioration de l'équilibration dynamique, la vitesse de marche, les capacités fonctionnelles, et chaque fois, on va référencer par un papier qui a été publié. Ici, on va mentionner des risques directs. Je le dis et je le redis, mais tous les experts, et on en a convenu, pouvaient dire que si votre INM ne comporte pas de risque, ça veut dire qu'elle n'est pas une intervention non médicamenteuse, mais plus largement, ce n'est pas une solution de santé. Et elle peut être confondue avec, par exemple, la coiffure. La coiffure peut faire du bien, mais il n'y a pas de risque, ou en tout cas, c'est pas mentionné. Là, il doit y avoir des études qui ont pu pointer les risques, sur lequel vous avez compris, on va y revenir après, il y a des précautions qui doivent être prises. Il peut y avoir des risques d'interaction. Donc, je pense par exemple à de l'utilisation de plantes avec des médicaments. Je pense par exemple à des régimes ou potentiellement à du jeûne vis-à-vis de tel ou tel traitement. Il peut y avoir des risques d'interaction avec des traitements classiques. Donc là, c'est l'explicitation des mécanismes biologiques et ou psychosociaux en jeu. Ici, c'est le public répondeur. Un autre message très important à vous, rédacteurs ou rédactrices de fiches INM, si votre INM fonctionne pour tout le monde, au sens large du terme, alors c'est plus une INM, c'est une action de santé publique et sur lequel on peut se retrouver en parlant d'activité physique ou en parlant de messages génériques. Non, il faut qu'il y ait effectivement une précision sur quel public est répondeur à l'intervention et potentiellement est-elle contre-indiquée où il y a des publics qui ne sont pas répondeurs à cette intervention. Les participants, donc les participants, en général, on va plutôt parler de groupe, mais potentiellement, il peut y avoir des interventions qui sont ciblées sur une seule personne. Donc là, vous voyez, on a coché le groupe, donc 3 personnes au minimum, 6 personnes au maximum. La durée, donc combien de temps elle peut durer. Donc ça peut durer très peu de temps. Je pense, pourquoi pas, à certaines pratiques, notamment d'hypnose. Ça peut être très très court, et d'autres sont au contraire plus longues.
le nombre de séances supervisées, donc supervisées par le praticien. Ça veut pas dire, donc sous-entendu, il peut y avoir des séances, et vous allez voir sur ce programme Otago, sur lequel la personne fait en autonomie des pratiques. Et ensuite, on rentre dans la procédure, dans la manière de décliner cette intervention. Donc, vous démarrez, s'il vous plaît, par des verbes. Donc, vous donnez conseil en fait à un professionnel pour pouvoir répliquer votre intervention et sur lequel vous voyez ici des conseils pour l'intégration, pour l'utilisation. Donc, c'est ce qu'on appelle des soft skills, mais autrement dit, des astuces et des savoir-faire qui sont immatériels, qui permettent de donner une cohérence vis-à-vis de cette intervention. Donc là, vous voyez, il est proposé une visite sur le lieu de vie, il est proposé de rappeler la personne au téléphone. Donc on peut également avoir des solutions numériques qui sont associées à cette intervention et avoir des éléments spécifiques, relever par exemple le nombre de chutes et le nombre de séances réalisées. Donc vous avez là les composants, donc les composants des exercices physiques qui sont proposés sur l'ensemble des éléments. Vous avez le matériel, je vais passer rapidement parce que c'est relativement simple ici. Vous avez le lieu de pratique, donc où c'est pratiqué. Vous avez des bonnes pratiques de mise en œuvre, là encore, donc les astuces pour les mettre en œuvre, quand, comment, dans quelles conditions, avec quelle personne, et y a-t-il des éléments à mettre. Vous avez ici sur la fiche des éléments qui peuvent être rajoutés, je le souligne ici, de recommandations de sociétés savantes ou d'autorités de santé. Vous avez ici la Haute Autorité de Santé qui a fait un excellent rapport sur la prévention de la chute, ou la CNSA a également fait des rapports. On peut mettre effectivement des éléments complémentaires. Les bonnes pratiques de pérennisation, eh bien, c'est des éléments importants parce que il y a, comment dire, un temps d'INM, et vous avez compris, à durée limitée, et ensuite, potentiellement, les personnes peuvent continuer en autonomie. Ça peut être un effet starter. Vous voyez, on a fait ce programme, eh bien, on peut continuer à faire des activités physiques, et selon le désir des uns et des autres, on peut faire du jardinage, du ménage, de la marche, de la danse, des sorties culturelles, que sais-je. Mais on a effectivement la possibilité de donner des recommandations pour la suite, et donc on cite ici, avec le lien PDF, donc le rapport du ministère ou celui de la CNSA qui indique des éléments spécifiques vis-à-vis de la prévention de la chute après ces programmes. Vous avez les précautions, je voulais évoquer, donc si possible en citant les études qui ont pu le pointer. Des caractéristiques réglementaires, si c'est le cas, si par exemple ces pratiques doivent être prescrites ou faites par tel ou tel praticien. L'initiateur principal, donc merci encore une fois d'être là, mais je vous le dis et je vous le redis, vous pouvez ne pas être le créateur ou la créatrice de l'intervention non médicamenteuse. Là, en l'occurrence, le programme Otago, il a été créé dans les années 10, enfin, dans un autre siècle, 1999, par ces deux personnes. Et aujourd'hui, il est relativement connu, hélas pas suffisamment en France. Donc ici, vous avez un kiné, vous avez un ergothérapeute, une infirmière, le cas échéant. Donc une intervention non médicamenteuse peut parfois être réalisée par différents professionnels. Et vous avez là donc les informations que je vous évoquais, l'étude prototypique avec cette mise en page, s'il vous plaît. Donc, c'est la mise en page que vous retrouvez sur PubMed qui permet de retrouver directement l'article. Donc, l'étude prototypique, l'étude mécanistique pivot, les études interventionnelles, les études sur les risques et l'étude d'implémentation et bien sûr toute la bibliographie complémentaire qui vous semble pertinent. Vous la retrouvez sur la fiche. Et enfin, donc vous, le soumissionnaire, donc ici c'était Pierre-Louis Bernard, mais il peut y avoir plusieurs soumissionnaires ou il peut y avoir potentiellement une institution qui donc va être soumissionnaire.